Très bien. Merci, cher professeur Omari. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce premier congrès africain. Et je salue l'Association nationale des techniciens de laboratoire marocaine pour leur application des directives royales et des relations consolidées, les relations sud-sud. Et c'est très important parce qu'on est similaires. Il faut créer des réseautages et on va évoluer ensemble parce que on est similaires. Voilà. Et je vous salue pour ce premier congrès africain magnifique et je suis très ravi de participer et je considère que je suis dans ma famille. Donc, voilà. Très bien. Tout d'abord, je vais vous parler de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le laboratoire de biologie médicale. Je vais parler et vous devez réagir parce que je suis un chimiste et un chimiste aime les réactions. Vous devez réagir. Sinon, je vais augmenter la température ou je vais augmenter la pression et vous devez réagir. Voilà. Très bien. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Bon, pour le machine learning, ça date de 1959. C'est très ancien. C'est pas quelque chose de nouveau. L'intelligence artificielle, par contre, en santé, on a parlé en 1956 lors de la conférence de Dartmouth aux États-Unis. Bien que le concept a été introduit en 1956, mais l'introduction de l'IA avec des approches basées sur des règles et des systèmes, c'est que en 1970. Voilà. Juste pour vous donner le nombre de publications, vous voyez qu'on a démarré et que la recherche a commencé. C'est à partir des années 2000 que les gens ont commencé à travailler sur l'intelligence artificielle avec un maximum en 2015. Je vais parler par pays. Ben, bravo les Chinois, ce sont les premiers. Et puis il y a les pays européens, la France et les États-Unis. Ils sont à la traîne. Nous, on sait pas, on n'a pas de statistiques. Je vais pas faire des redondances, mais c'est très important de point de vue pédagogique. Il faut expliquer les redondances, c'est bien. On a de nouveaux mots. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas grave de faire des redondances, non? Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, les redondances, bon, juste pour expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle, je dois parler de trois choses. Deep learning, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Machine learning, le deep learning, pardon, c'est un sous-domaine de la machine learning. Et machine learning, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Deep learning, voilà, c'est un ensemble d'outils de machine learning conçu pour traiter des données volumineuses. C'est en général des réseaux neuronaux. Mon ami a déjà parlé. Il y a des inputs et des outputs et à l'intérieur, c'est des algorithmes qui vont traiter les informations. Input, ça veut dire l'entrée d'informations et on va sortir quelque chose qui va nous aider. Voilà, c'est quoi input, entrée. Input de l'information et la sortie de l'information, c'est un réseau neuronal. Machine learning, c'est quoi? C'est des algorithmes. Il utilise des algorithmes qui sont de manière itérative et ils vont nous permettre de explicitement programmer quelque chose. Ça veut dire quoi, algorithme? Algorithme, c'est quelque chose, c'est des entrées de données et avec un logiciel qui va les faire entraîner et on va sortir par une logique et cette logique, on va la tester et on va la valider. C'est un algorithme que les mathématiciens connaissent très bien. C'est pas quelque chose de difficile. Alors, pour la définition de l'intelligence artificielle, j'ai trouvé plusieurs définitions, des anciennes définitions et des nouvelles. Donc, les anciennes définitions, c'est la science et l'ingénierie de la fabrication des machines intelligentes. Après, il y a l'adaptation par une machine des fonctions cognitives associées à l'esprit humain, telles que la compréhension de langage, la résolution de problèmes et l'apprentissage. Et enfin, la toute dernière définition, au sens du droit de brevet, ce sont des algorithmes mathématiques permettant aux ordinateurs de simuler un comportement humain intelligent. Voilà, en général, c'est quoi? C'est en général
les données du patient sont d'abord acquises, puis filtrées, normalisées. Et là, je vais souligner l'importance de la qualité de données. Si vous avez des données biaisées, en output, vous avez quelque chose de biaisé. Après, on va établir l'entraînement d'un modèle, et enfin, on va le valider, et on aura à la fin, voilà un modèle qu'on appelle un modèle qui va nous aider dans quoi? Dans le diagnostic, dans le pronostic, dans la prédiction, dans la classification. Moi, je parle laboratoire. D'accord? Ça va nous aider. Nous, on fait que ça. Même si les cliniciens ne veulent pas, hein, ils disent qu'on fait rien, mais c'est nous qu'on pose les diagnostics. Voilà. Et c'est nous qu'on fait le suivi. Avec nos résultats qu'on classifie, et avec nos résultats qu'on va suivre les pronostics. Voilà les différents modèles dont on a parlé. On a parlé que le majeur. C'est des modèles. Les modèles sont là. C'est des modèles en général de deep learning. Vous voyez, il y a ce premier modèle qu'on appelle ANN, CNN. ANN, vous voyez, Artificial Neural Network. Et il y a des modèles qui se basent pas sur la non-deep learning. Et avec ça, on va faire des objectifs. Plusieurs modèles. On peut associer pour un seul modèle ou plusieurs. Donc, on a le choix. Donc, et on va voir quelques exemples. Très bien. Quelles sont les sources de la data? Data, en intelligence artificielle, ce qui est le plus important, c'est les data. D'où on peut avoir la data. C'est en général la recherche fondamentale ou la recherche translationnelle. C'est entre le fondamental et la pratique. Et puis la pratique. Dans la pratique, on produit chaque jour beaucoup de données. On produit chaque jour beaucoup de données et en général, par exemple, les données sur les maladies, sur les traitements, sur le patient, le suivi des patients, on a beaucoup de données et c'est des données intéressantes et c'est nos données, notre situation, nos maladies, nos trucs. C'est pas quelque chose qu'on a importé, on va lire la littérature. Si on va pas profiter de nos données, on peut pas sortir par des choses qui sont intéressantes. Voilà. Très bien. Pourquoi on doit utiliser l'IA? Pour réduire les coûts, pour accroître les avantages des systèmes automatisés, pour optimiser la gestion des actifs, c'est ce que j'ai trouvé, pour améliorer les performances, pour améliorer l'efficacité des ressources humaines, pour réduire les coûts énergétiques. Est-ce que c'est important? Oui. Je crois que c'est important. Et voilà, je vous pose la question. Est-ce qu'on prend le train ou pas? Nous, les gens qui travaillent au laboratoire, on prend le train de l'intelligence artificielle? Oui ou non? Non? Ça dépend. Voilà. Je vais continuer. Je vais argumenter. Alors, IA et médecine des laboratoires, en fait, nous, on fait pas laboratoire de biologie médicale. Ça, en général, on fait de la médecine de laboratoire. Laboratory, médecine, parce qu'on participe au diagnostic, au suivi, au tout pour les patients. Voilà. On a déjà évoqué que 70% l'importance des données de laboratoire. Il faut être fier, hein, quand même, l'importance des données de laboratoire. Regardez, 70% des décisions relatives au diagnostic, au traitement et à la sortie de l'hôpital du malade, sans les résultats de laboratoire, il ne peut pas sortir de l'hôpital. Oui ou non? Ben voilà. Donc les données de laboratoire ont un grand potentiel. Les progrès qu'on a réalisés aussi dans l'automatisation. Parce que maintenant, si je vais vous montrer, on a beaucoup d'appareils, on a beaucoup de données, on a à traiter les différents processus des laboratoires dont vous connaissez, pré-analytique, analytique et post-analytique. Et à la fin, vous devez valider des résultats où tu valides les 3 process. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Bon, voilà, c'est quoi? On va rêver. Donc, le processus de l'automatisation. On est chez nous, avec mon portable. Avant de sortir de ma maison, je vais lancer les machines. Ils vont commencer à travailler. D'accord? Et après, quand je serai au laboratoire, donc les résultats seront sortis et le biologiste, je ne sais pas, est dans sa maison, dans sa voiture, il va valider les résultats, il va les transmettre. D'accord? Est-ce que c'est important d'avoir l'IA? Le prélèvement? Ben, c'est pas nous. On est dans un CHU. Donc les prélèvements vont venir. D'accord? Par pneumatique. Si, mais qui c'est qui va lancer? Ben, quand même. On va discuter à la fin de ça. Juste, pourquoi? Le problème, c'est que tout le monde maintenant
elle a un appareil d'électrophorèse. Par exemple, moi, je parle de la chimie clinique parce que j'ai fait que de la chimie clinique. Il y a la masse, il y a la HPLC, il y a les électrophorèses, il y a 4-5 appareils et j'ai beaucoup de données et en fait, pas que ça. Je parle que des appareils. J'ai 24 appareils, 5, 6, le minimum, vous devez avoir dans un seul laboratoire minimum 8 appareils. C'est beaucoup de données qui vont venir. Comment on va les traiter correctement, avec de la qualité? Donc, je crois qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle. Et on a les 3 process pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. Donc, on doit trouver quelque chose qui va nous gérer les 3 process. Parce que nous, en général, à la fin, on va sortir un résultat qui doit refléter l'état clinique du patient. D'accord? C'est pas quelque chose louche. Hein? Sinon, les médecins en général disent non, les laboratoires ils font n'importe quoi. Alors que eux aussi ils participent dans la partie prélèvement, dans la partie prescription, dans la partie préparation de patients. Donc, on est tous dans un même bateau. Mais qu'est-ce qu'il fait? La AI, regardez. En haut, vous avez la AI monitoring. Il va suivre toutes ces étapes depuis la pré-analytique, analytique et post-analytique. Je vais parler pré-analytique, je vais parler process. D'accord? Les 3 process. L'AI, Artificial Intelligence, va gérer les 3. Il va vous donner pour chaque patient les données et même va vous donner l'antériorité. Il va comparer ses résultats. C'est magnifique, non? Donc, et puis il y a le contrôle de qualité externe aussi. Ça nous permet de se demander sur la qualité de nos résultats. Tout le monde le connaît. Voilà. Donc, je vais commencer par les process pré-analytiques, n'est-ce pas? On parle toujours au laboratoire, pré-analytique, analytique, post-analytique. On doit... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut automatiser? L'appropriation des tests, la collection, le pneumatique, l'utilisation des drones. On a parlé des drones, l'utilisation des smart tubes, des tubes intelligents. Il y a beaucoup de choses à faire que pour la partie pré-analytique. Donc, l'IA peut être exploitée dans la collecte en général pour des systèmes automatisés. Voilà une publication que j'ai trouvée sur un autoperfusion umbilical cord blood collection instrument. Vous voyez, on peut utiliser ils ont utilisé avec succès pour collecter du sang du cordon ombilical. Donc, c'est un instrument qui est automatisé, que vous voyez là. D'accord, qui va nous prélever le sang ombilical carrément sans avoir l'apport de l'homme. Donc, d'une manière électronique, c'est un système un petit peu, compliqué, mais c'est validé. Donc, on peut l'utiliser. On peut utiliser aussi une autre publication que vous trouvez sur Clinica Chimica Acta, sur le deep learning pour la qualité de l'image. On utilise en général l'image pour suivre les différents index qu'on connaît. L'hémolyse, l'ictère, et l'épimique ou pas. Donc, en général, c'est quelque chose, moi, en général, en chimie clinique, si j'ai pas ça, je peux pas valider mes résultats. D'accord? Pré-analytique, pour moi, c'est important. D'accord? Je dois voir parce que, comme vous le savez, il y a les réactions qu'on utilise en chimie et même en immuno dépendent de cette partie pré-analytique. Donc, l'IA va vous résoudre ce problème. Il va carrément vous rejeter un prélèvement s'il est trop hémolysé. Par exemple, j'ai une calémie et j'ai un prélèvement très hémolysé et j'ai la photo. Et si quelqu'un dit quelque chose, je peux lui envoyer la photo. Voilà votre prélèvement, monsieur. Elle est non conforme. Bye bye. Donc, je peux pas l'accepter. Très bien. L'identitovigilance. Aussi quelque chose de très important. Regardez. Ici, ils ont utilisé un modèle machine learning dont on a parlé tout de suite pour reconnaître, il va comparer les données du LIS. LIS, c'est système informatique du laboratoire. L'identification du malade sur le LIS et l'identification du malade sur le tube, tout en le photographiant avec 4 caméras. Et vous voyez, ce premier prélèvement, il passe. Ce deuxième prélèvement, il passe pas. Il met inspection fail.
ça passe pas. D'accord? C'est problème d'identito-vigilance. Est-ce qu'on a ce problème d'identito-vigilance? Ben oui. On a beaucoup de problèmes d'identito-vigilance. Vous pratiquez tous dans une structure hospitalière. Il y a carrément des gens qui viennent avec juste des bancs et les tubes, vous trouvez rien sur les tubes, carrément. Ben, c'est des choses qui sont importantes. Ces modèles de machine learning vont nous aider. Aussi, je vais pas chercher l'hémolyse, tout ça, je vais pas me préoccuper. D'accord? C'est quelques exemples que j'ai donnés avec des publications et c'est des modèles qui sont déjà installés sur des plateformes. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. La phase analytique, je vais vous parler de un modèle chinois de traceable, c'est ce qu'on appelle ce modèle MICQ. C'est en général un modèle pour suivre les contrôles de qualité interne. Vous voyez, c'est notre pour la partie préanalytique. La chose qui nous dérange chaque jour, c'est les contrôles de qualité. Contrôle de qualité, il faut avoir quel contrôle de qualité choisir. Ouais, en poudre, ouais, liquide. Ouais, contrôle de qualité fait un seul paramètre. On a plusieurs paramètres. La plupart utilisent plusieurs paramètres pour un contrôle de qualité. Et c'est pas la même matrice. La même matrice. Matrice, c'est par exemple le sang, l'urine, c'est une matrice. D'accord? C'est pas la même matrice. Et il correspond pas exactement à la matrice qui est le sang qu'on utilise. Par exemple, le plasma. Donc, il est incomparable. Le phénomène de commutatabilité n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ils ont pensé à utiliser par exemple, les FCC recommandent ce PBRTQC, Patient Based Real-Time Quality Control, et qui n'utilisent pas les échantillons de contrôle de qualité, mais ils utilisent le sang de patient. D'accord? Et c'est un modèle voilà. Les Chinois, mais le modèle, il a trouvé beaucoup de problèmes de précision et de complexité des algorithmes. Et en général, même les Européens n'ont pas utilisé ce modèle. Et les Chinois, ils ont validé un système MLIQ de contrôle de qualité et qui utilise le machine learning et qui est plus efficace et ils vont le proposer pour les FCC pour validation aussi. Pour eux, ils ont déjà validé. Ce modèle est très supérieur au PBRTQC, le suivi de contrôle de qualité par les FCC qui est recommandé par les FCC, c'est International Federation of Clinical Chemistry. Celui-là, il est supérieur. Je vous laisse la publication pour ceux qui veulent lire. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, c'est comparable, machin, magnifique. Enfin, en post-analytique. En post-analytique, j'ai trouvé beaucoup d'algorithmes, voilà, il y a cette publication. IMAP, ce score s'appelle comme ça. IMAP, Risk Score Predict Hepatocellular Carcinome, le carcinome hépatocellulaire. D'accord? En général, c'est très simple. Ils utilisent quelques paramètres comme l'âge, regardez ici, l'âge, le genre, le taux de plaquettes, l'albumine et le bilirubine, et c'est en général. Vous voyez comment ils ont validé. Voilà, c'est un résumé très simple comment ils ont validé le IMAP. Vous voyez les paramètres qu'ils utilisent, l'âge, le sexe, l'albumine, la bilirubine totale et les plaquettes seulement. Et ils ont validé ça sur des gens qui ont une hépatite B, d'origine asiatique, caucasienne, des gens qui ont de l'hépatite C et des gens qui ont une hépatite qui n'est pas virale. D'accord? Ils ont validé ce test et en général, les gens qui ont un risque élevé, c'est en général plus de 70%. Moins de 40, ils ont un risque moins élevé. Voilà, le risque d'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an. C'est un risque faible, c'est en général moins de 44%. Voilà, c'était validé avec des modèles de machine learning et c'est très intéressant. Je vous laisse l'article si vous voulez lire. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, le V22 c'est pour la détection du gastric cancer. Ici, vous voyez la publication en bas. Il utilise aussi quelques marqueurs. Il y a le CRC pour le diagnostic du CRC Lab 7. La publication, elle est en bas. Et en général, pour le suivi. Et il y a un autre modèle pour le cancer colorectal. D'accord? Et vous voyez, pourquoi ce modèle, je vais m'arrêter, je vais dire un petit mot ici. Le cancer colorectal, c'est en général des méthodes qui utilisent
la coloscopie ou la sigmoïdoscopie, et c'est en général des techniques qui sont des procédures qui sont invasives. Quand vous proposez ce type de... C'est vraiment magnifique. Et j'ai parlé à des gastro où vous pouvez lire la publication. C'est très intéressant. Regardez leurs résultats. C'est magnifique. Et on se base sur quelques paramètres. La CE, l'hémoglobine, l'hypoprotéine A, l'hypoprotéine de haute densité. Tout le monde a ça, non? Donc, c'est magnifique. Pour les maladies cardiovasculaires. Et voilà, vous voulez en post-analytique, il y a plusieurs publications. Vous avez l'embarras du choix. Moi, je vais pas parler de tout ça, mais vous avez beaucoup de publications. Si celui qui veut, vous pouvez prendre cette présentation sans problème. Je vous la donne. Et vous trouvez toutes les publications du post-analytique. C'est magnifique. C'est en général, on peut réduire. Voilà. Question, je me suis posé une question. Est-ce qu'il y a un laboratoire au Maroc qui a publié en intelligence artificielle? J'ai trouvé le laboratoire de Oujda. Voilà. Il a fait cette publication. C'est un certain monsieur Yahyaoui. Voilà. Et il a parlé de la contribution de l'artificial intelligence and big data in the medical biology. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé des résultats en général concrets. Il va parler des valeurs de référence de la vitamine D. Bon, valeur de référence de la vitamine D, ça pose pas problème pour l'amélioration de la qualité, mais il n'y a pas de données. Les valeurs de référence, en général, moi, deux choses, il faut les séparer. Valeur de référence et valeur normale. Valeur de référence, c'est pour les gens, voilà, normaux qui n'ont rien. Valeur normale, elle est normale pour sa pathologie. Ce qu'il a. Par exemple, pour un diabétique, je peux accepter tel ou pour un hypertendu. Donc, c'est pour valeur normale. Mais valeur de référence, attention, référence, ça veut dire la référence. Ça veut dire c'est des gens jeunes. D'accord? Jeunes. Voilà, ils ont utilisé, donc c'est ce que j'ai trouvé. Moi, quels sont les défis et les limites de l'intelligence artificielle? Le problème de l'intelligence artificielle, c'est la qualité de la data. Il faut avoir une data de très bonne qualité. Les données, malheureusement, vous allez chercher, elles sont inaccessibles. Moi, j'ai parlé avec des data scientists, ils me disent, moi, je trouve rien. Je dois aller trouver des images dans des hôpitaux à l'étranger pour pouvoir utiliser mes... À la fin, il y a les détails spécifiques de la conception des modèles qui ne sont pas, en général, celui qui va vous donner le modèle, il ne te donne pas ses secrets. Il ne divulgue pas ses secrets et c'est en général quelque chose qui représente un problème. Un autre problème, c'est les préoccupations éthiques. C'est les données. Est-ce que nous, on génère des données de laboratoire éthiques? Voilà, une personne qui est VIH positif, par exemple, je peux pas donner ses résultats. D'accord? C'est médico-légal. Donc, c'est les préoccupations éthiques. On peut pas donner nos résultats même si un data scientist vient vers moi, il va me dire, est-ce que vous pouvez, je vais dire non. On n'a pas, il faut suivre, on doit avoir des textes juridiques pour libérer la data. Et puis, ce qu'on fait maintenant, c'est l'absence de formation des médecins et des biologistes médicaux à l'IA. Je vois biologie médicale, on est tous. Est-ce qu'on a déjà été formé à... Eh ben non. Bon, voilà, il faut prendre le train. Voilà, une enquête en ligne sur l'utilisation à laquelle ont participé des médecins, 26%, 22% des directeurs là-bas, a révélé manque de connaissances spécifiques en matière d'IA au sein du corps médical et souligne la nécessité urgente d'une formation de l'IA parce qu'elle est partout. Donc les challenges, ils sont là, qualité de data, la data integrity, la sécurité des données, l'éthique. Voilà. En conclusion, et je m'excuse, j'ai dépassé, j'ai débordé, je m'excuse. Donc, l'IA rationalise les flux de travail, réduit les coûts et les dépenses, allège les charges des techniciens et des biologistes. Il va contribuer à la mise d'un système de big data collaboratif entre les laboratoires qui va nous aider à comprendre notre population. Parce que quand on parle de valeur de référence de la vitamine D des Espagnols, c'est pas les mêmes valeurs de référence. Nous, les Marocains, il faut établir vos valeurs de référence. Voilà. Et pour ce problème, on peut pas échanger des données. Il faut échanger pour développer la data. Il faut le développement de nouveaux modèles diagnostiques.
Le diagnostic doit être précis des maladies si on a la data, elle est grande et on connaît nos patients. Et la prédiction aussi. Donc, l'IA dans les soins de santé évoluent et s'ajustent et nous devons aussi continuer. Donc, enfin, je vous demande de prendre le train de l'IA. Merci beaucoup. Shukran lakum.